Bien, je vais prendre une image ici dans Photoshop. Alors, il se trouve que cette version de l'image a déjà de la transparence. Donc, vous êtes tous au courant que le damier qu'on voit là, c'est la transparence dans Photoshop. Bon, comme c'est assez pénible pour les yeux, on va le modifier pour toutes les images suivantes aussi. Vous ne le voyez pas, la transparence peut-être? Si, vous la voyez? Vous voyez tous la transparence? Ok. Donc, c'est dans les préférences de Photoshop. Donc, vous allez dans le menu, préférences, jusque transparence et couleurs non imprimables. Et là, vous choisissez une grille espacée et une grille moyenne. Vous allez même pouvoir cliquer sur les deux échantillons l'un après l'autre et choisir deux couleurs fort proches, enfin deux grilles fort proches. Il vaut mieux pas mettre de la couleur parce que ça va influencer la perception des images. Il vaut mieux rester dans le gris. Donc si vous mettez deux grilles fort proches, ce sera plus agréable. Ça montrera toujours la transparence dans Photoshop, mais ce sera plus agréable. Donc, dans le menu... ah oui, ceux qui sont sur Windows, évidemment, ne l'ont pas. Donc, ceux qui sont sur Windows, c'est menu Édition, Préférences, et vous allez jusque Transparence et couleurs non imprimables. Vous choisissez Gris espacé, et vous pouvez personnaliser vos couleurs ici. Voilà. On peut récupérer votre photo. Donc, si votre image n'a pas de transparence, pour régler ceci, vous double-cliquez sur le calque ici. Et vous allez enlever l'œil en face de ce calque, en fait. Comme ça, vous ne le voyez plus. Le calque d'arrière-plan a été transformé en calque 0. Quand vous avez double-cliqué sur lui, vous avez vu une boîte qui apparaissait. Si vous aviez un calque arrière-plan, vous l'avez transformé en calque 0 et vous enlevez l'œil à cet endroit-là et vous allez pouvoir régler le damier de transparence pour la suite. Ok, je réaffiche le calque. Bien, alors on va aplatir l'image. Menu calque, aplatir l'image, parce que là, ceux qui avaient une image avec déjà de la transparence, c'est un peu trop facile. Donc, on va imaginer que tout le monde démarre d'une image qui a des pixels blancs et noirs. J'enfonce la touche F pour passer plein écran, et on va donc voir la colorisation de cette image. Sur le PC, vous n'avez pas besoin de faire la touche F, vous êtes déjà en plein écran. Et donc voilà, on imagine que vous venez d'ouvrir l'image, il y a des pixels blancs et noirs, vous allez double-cliquer sur le calque d'arrière-plan pour le transformer en calque 0. Comme ça, on va pouvoir placer un calque en dessous. Donc vous cliquez sur le bloc de feuilles maintenant, avec la touche contrôle du PC ou commande du Mac si vous voulez, comme ça le calque se crée directement en dessous. Sinon, si vous n'enfoncez pas de touche au moment où vous cliquez sur le bloc de feuilles, ça crée une vignette au-dessus du calque qui était activé et vous la déplacez en dessous. Par cliquer glisser. Ça vous dit quelque chose, cliquer glisser? Oui. Ok. Et je vais remplir ça par de la couleur. Édition remplir avec couleur. Voilà. Du vert. Ah, évidemment ici je dois passer en RVB. C'est une image grise à une seule couche. Donc je fais image mode couleur RVB dans mon cas. Image mode couleur RVB, je ne fusionne pas les calques pendant le changement de mode. Je remplis à nouveau, édition remplir avec la couleur le vert. Voilà. Parfait. Bien. Alors, je clique sur le calque du dessus et je pourrais faire de l'écrêtage de luminosité comme on a fait tout à l'heure. Mais je peux aussi simplement dire que
de ce calque ne vont apparaître que les pixels qui arrivent à assombrir ce qui se trouve en dessous. Et pour dire ça, je vais ici à normal. Donc vous êtes bien avec le calque du dessus activé, sa vignette est en surbrillance. Actuellement, le mode est normal, ça veut dire que c'est recouvrant, les pixels recouvrent, mais on va faire en sorte qu'ils se mélangent, qu'il va y avoir un calcul en fait. Vous pouvez passer en produit ou en obscurcir, dans ce cas-ci les deux fonctionnent. Produit ou obscurcir, et forcément, le blanc de l'image n'est plus visible puisqu'il n'arrive pas à obscurcir ce qui se trouve en dessous. Dans aucun cas, il n'arrivera à obscurcir ce qui se trouve en dessous, le blanc. Donc, ça peut être une manière de faire rapide à utiliser dans le cas où vous avez des traits bien nets. Si on a des traits avec des subtilités comme le dessin précédent, il vaut mieux prendre la première méthode qui permet avec les curseurs de vraiment visuellement positionner comme on veut. Ok, je vais enregistrer le fichier sur le disque dur. Alors, je vais répondre à ta question, c'était pas prévu, mais comment faire les traits du dessin d'une autre couleur? Moi, je mettrais... oh, ben, j'attaquerai directement peut-être... attendez un peu. Non, on va mettre un calque de réglage au-dessus. Je vais tenter de mettre un calque de réglage de type teinte saturation au-dessus de ça. Faire en sorte qu'il n'agisse que sur le calque d'en dessous. Cocher la case colorisée et modifier ça. Voilà, ça marche. C'est ça que tu voulais, modifier la couleur. Mais sauf que ici, vu qu'il est en mode produit, la couleur ne change pas. On sait faire varier l'intensité lumineuse, mais pas la couleur. Donc ça va être un peu plus compliqué que ça. Bon, ben écoutez, on va le faire, je vais vous montrer. Et puis on reviendra en arrière. Vous avez enregistré votre document une première fois. Enregistrez-le une première fois. Et puis tout de suite après... Oui, c'est ça, enregistrer sous, bien sûr. Et puis, tout de suite après, vous l'enregistrez sous un autre nom. Comme ça, vous avez deux versions du document. La deuxième ici, on va la modifier pour répondre à la question, qui était comment faire en sorte que les traits soient en couleur. Et puis, on reviendra à la première pour la suite de l'exercice de colorisation normale du dessin. Donc, vous enregistrez deux fois de suite sous deux noms différents. Ok, alors... ici, je vais repasser en mode normal et je vais double-cliquer sur le calque et écrêter la luminosité comme on a fait précédemment. Donc il y a une partie des pixels qui devient invisible. Ben, c'est la partie qui est située entre cette intensité-là, 219 sur une échelle de 255, et celle-ci. Donc tous ces pixels qui sont très clairs deviennent invisibles puisque j'ai décalé le curseur. Donc je vous rappelle ce que je viens de faire. Je viens de remettre le calque du dessus en mode normal. Je double-clique sur lui. Et je joue sur le curseur ici de manière à rendre invisibles les parties les plus claires. Je double-clique sur le i. Ok. Quand vous zoomez, vous voyez peut-être qu'il y a des pixels blancs qui restent sur le bord, c'est ennuyeux. Faites attention à ça. Écrêtez plus. Ça devient peut-être un peu crénelé. C'est pourri, ennuyeux. Donc j'enfonce la touche Alt et je sépare en deux. Voilà, pour faire de la transparence. C'est moins grave que pour le premier dessin qu'on avait, mais c'est quand même important qu'on n'ait pas des escaliers qui apparaissent sur les bords des traits. Ok. Donc maintenant, une partie des pixels n'apparaît pas parce qu'il y a de l'écrêtage sur lui. Alors, pour la suite, eh bien, je vais mettre simplement un calque de réglage par-dessus.
Menu calque, nouveau calque de réglage, et je vais prendre teinte saturation. Alors je teste juste pour voir si ça va bien marcher sans problème. Ouais, ouais, non. Ok. Donc, annuler le calque de teinte saturation, il faut faire une opération que je pensais qu'on pouvait ne pas faire, mais on va quand même devoir la faire. On va se débarrasser des pixels blancs sur cette vignette. On va se débarrasser des pixels blancs, tout simplement. Il y a une astuce. Je vous montre. Vous allez créer un calque vide au-dessus de celui-là. Donc en cliquant sur le bloc de feuilles, vous créez un calque vide au-dessus de celui-là. Sur le bloc de feuilles. Dans le bas de la palette des calques, le bloc de feuilles, vous créez un calque vide et vous allez fusionner ce calque vide avec le calque qui est juste en dessous de lui. Et le fait de faire ça va effacer les pixels qui n'apparaissent pas actuellement. Donc on est bien d'accord qu'une partie des pixels n'apparaît pas. Pourtant, ils sont toujours là. C'est grâce au curseur d'écrêtage qu'ils n'apparaissent pas dans le document. Eh bien, le fait de fusionner le calque vide avec le calque juste en dessous de lui va réellement les effacer. Ben, faites ça. Vous allez dans Menu Calque et vous demandez fusionner avec le calque inférieur. Et voilà. Ça se voit que les pixels blancs ne sont plus là. Donc c'est intéressant comme astuce. Quand vous avez un écrêtage et que vous voulez que les pixels qui n'apparaissent pas soient effacés, vous créez un calque vide au-dessus et vous fusionnez avec le calque inférieur. Et voilà, ça a effacé les pixels qui n'apparaissent pas. Il y a plein de cas où ça peut être intéressant. Notamment si vous voulez faire une image GIF. Si j'avais voulu faire une image GIF avec mon ours là, et bien maintenant je peux le faire. Il y a de la transparence parce que le GIF utilise de la transparence. Je vois ce que ça donne. Comment je fusionne? Voilà. Et là, ça devrait fonctionner ce que je voulais faire, c'est-à-dire faire un calque de réglage de type teinte saturation qui n'agit que sur les pixels de ce calque-là qui s'appelle calque 0. Ok, on y va. Donc, menu calque, nouveau calque de réglage, teinte saturation. Vous pouvez y aller par un autre endroit pour le faire, c'est pas un problème, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plein de manières de faire. Alors, vous avez ici une option qui va vous permettre de faire en sorte que le calque n'agisse directement que sur le calque qui est en dessous de lui, pas sur le fond vert, donc dans mon cas. Cette option-là. Je vais faire exprès d'oublier de la cocher pour vous montrer que c'est très simple de la mettre après. Il suffit d'enfoncer la touche Alt et sans appuyer sur les boutons de la souris, on fait voyager le pointeur entre les deux vignettes. En ayant la touche Alt enfoncée, sans enfoncer le bouton de la souris, on fait voyager le pointeur entre les deux vignettes. Quand on a ce signe plus qui apparaît, ce signe spécial qui apparaît, on clique et on a donc fait en sorte que le calque de réglage n'agisse que sur le calque en dessous de lui. C'est ce qui est marqué et avec la petite flèche ici, c'est ce qu'on voit, c'est ce que ça indique. À partir de là, vous allez pouvoir cocher la case colorisée dans la boîte, teinte saturation, donc toujours dans les propriétés puisqu'il s'agit d'un calque de réglage. On avait vu cette palette-là propriété tout à l'heure. Et donc vous avez une case colorisée qui va vous permettre de transformer des traits qui n'ont pas de couleur en fait, hein, parce que la boîte fonctionne bien sur quand il y a des couleurs au départ, mais quand il n'y en a pas, c'est pas génial en fait. Donc il faut cocher la case colorisée pour que les couleurs soient transformables. Vous pouvez donc augmenter la luminosité du trait, puis la saturation et la teinte, et vous avez le choix de toutes les couleurs en fait. Ça répond donc à la question qui était comment est-ce qu'on fait pour coloriser les traits, c'est ça, hein? Moi, c'est un peu spécial. En fait, il y a le contour des traits qui se met en couleur.
Alors, je vais venir voir chez toi ce qui se passe. Donc voilà, ceci répond à la question comment faire pour coloriser les traits. Voilà une technique. Alors, ici, je vais revenir à mon dessin normal. Donc, fichier, ouvrir les fichiers récents et j'ouvre l'autre version du dessin, celle qui a les traits noirs. Et on va voir comment coloriser le dessin, puisque c'était la question que vous aviez tout à l'heure. Et c'est l'occasion de faire du Photoshop, évidemment, hein, et d'apprendre des choses que vous connaissez peut-être pas. Et on restait sur. Ok. Et donc, l'astuce, c'est que pour chaque objet que je vais coloriser, je vais créer un calque différent, qui va se mettre en sandwich entre ces deux-ci. Donc déjà, je peux cliquer sur le calque d'en dessous, et créer un calque qui va contenir du blanc, parce que le calque vert, là, c'était juste pour vérifier qu'on n'a pas de tache blanche qui restait, en fait. Hein. Donc, vous cliquez sur le bloc de feuilles, après avoir cliqué sur le calque vert, là, et vous allez remplir par du blanc. Édition, remplir avec blanc. Alors, ces trois calques, je pourrais les verrouiller, ce serait une bonne idée. Pour éviter qu'on travaille par erreur sur eux, je fais faire clic, majuscule clic pour les activer tous les trois, un peu comme des listes de fichiers. Et puis, je verrouille. Voilà, tout verrouillé. Voilà. Je clique maintenant sur le calque blanc et je vais créer un calque vide entre les deux. Voilà, voilà. En cliquant sur le bloc de feuilles. Et donc, chaque objet qui va être colorisé, ça va être un calque différent. Donc, ce n'est pas chaque couleur que je mets dans l'image. C'est vraiment chaque objet que je colorise va avoir une couleur différente. Alors, je vais prendre le pinceau. Donc, le pinceau tout à fait normal. Alors, vous connaissez le raccourci pour modifier la dimension de la brosse et la dureté de la brosse. Ben, je vous le dis. Qu'on soit sur un Mac ou sur un PC, le raccourci pour modifier la dimension de la brosse et la dureté, c'est CTRL-ALT. Qu'on soit sur un Mac ou un PC, c'est les deux touches qu'il faut enfoncer. Mais il y a une subtilité. Si vous êtes sur un Mac, c'est la touche, c'est le bouton gauche de la souris qu'il va falloir utiliser. Et si vous êtes sur un PC, c'est le bouton droit de la souris qu'il va falloir utiliser. Donc moi, je suis sur un Mac, j'enfonce le bouton gauche. Ceux qui sont sur le PC enfoncent le bouton droit. Pendant que vous avez CTRL-ALT enfoncé sur le clavier du Mac ou du PC. Ça marche juste avec Alt. Oui, il est possible que ça marche juste avec Alt. Non, pas dans mon cas. T'es dans Windows? Ouais. Ok, t'es dans Windows. Moi, je suis sur un Mac, c'est CTRL-ALT. Voilà. Ok, donc sur Windows, ça marche juste avec Alt. Ok. Et alors, quand vous modifiez de gauche à droite... quand vous bougez la souris de gauche à droite, c'est le diamètre. Et de haut en bas, c'est la dureté. On est sur un pinceau. Ah ben oui. Voilà. Et alors, je vais dessiner dans une couleur que je vais aller choisir ici en cliquant sur la couleur de premier plan, là, dans la palette des outils. En fait, ça peut être vraiment n'importe quoi comme couleur. D'ailleurs, je vais choisir n'importe quoi. Au départ, ça peut être absolument n'importe quoi comme couleur. Et je vais dessiner un objet. Je vais commencer par les rochers ici. Et je passe derrière les traits noirs, il n'y a pas de problème. Hein. Je passe derrière les traits noirs. Alors attention, si vous débordez, il ne faut pas dessiner en blanc. Il faut gommer. Donc là, j'ai débordé. Ben, je vais aller chercher la gomme qui est là. La gomme, c'est la même chose que pour le pinceau.
le raccourci pour son diamètre et sa dureté, et je vais aller gommer. Donc dans un premier temps, si vous mettez du blanc, vous allez vous dire tiens, c'est la même chose, mais par la suite, c'est ennuyeux. Vous allez voir que si vous mettez du blanc, ça va vous ennuyer, il vaut mieux gommer. Bon, ceci dit, c'est pas interdit de dépasser si c'est voulu, hein. Ok, donc une fois qu'on a fait un objet, pour ce calque-là, c'est terminé. Ok, donc ici je vais créer un autre calque pour aller dessiner une autre partie. Bon, ici je vais très lentement bien sûr, mais dans la vraie vie ça irait plus vite. Et je prendrai aussi une tablette. Il n'y a pas moyen de Donc il y a possibilité de coloriser toute une zone automatiquement avec la baguette magique. Oui. Pas le pot de peinture, hein. Pas le pot de peinture, mais la baguette magique. Pot de peinture, je me demande d'ailleurs s'il existe encore dans cette version-ci de Photoshop. Mais de toute façon, c'est un truc pourri à pas à utiliser. Mais oui, il y a possibilité de faire un remplissage automatique. Mais pour le cas où vos traits sont ouverts, comme le premier ici chez moi, était ouvert d'ailleurs, eh bien, je vous montre comment le faire manuellement. Ok. Encore un troisième et puis on va modifier ça. Donc 3 calques, hein, 3 objets colorisés, 3 calques. Enfin quand je dis un objet, c'est évidemment un objet graphique, c'est-à-dire une partie du rocher ici derrière, hein. C'est pas le rocher l'objet. On peut mettre des superpositions de couleurs différentes. Là on va voir après comment faire. Dans un premier temps, on commence avec des couleurs unies, donc pas de superposition de couleurs dans un premier temps. Il faut démarrer comme ça. On y va progressivement. Alors pourquoi je ne fais pas par couleur? Parce que je fais un travail systématique ici. Je me préoccupe d'abord de définir les zones et puis après je vais jouer avec la couleur. C'est vrai qu'on pourrait dès le départ choisir certaines couleurs, mais tu vas voir que la méthode qu'on va appliquer après sera beaucoup plus souple en fait. Ah, vous n'avez pas choisi la couleur finale en fait. Non, non, ça c'est pas la couleur finale, c'est n'importe quoi comme couleur, parce qu'on peut démarrer de n'importe quoi. Et on peut en mettre des différentes si on veut, différentes n'importe quoi. Voilà. Donc ça, c'est à la limite, c'est un boulot qui peut être fait par quelqu'un qui n'est pas vous nécessairement, hein. Si vous avez un petit cousin qui a besoin d'une pièce, vous lui faites faire ça. C'est pas difficile. Ils se débrouillent très bien avec Photoshop, les jeunes en général, hein. Avec les logiciels comme InDesign, un peu moins. C'est bizarre, ça les intéresse moins. Ok, je vais enregistrer le fichier sous un nom différent. Donc je vais régulièrement enregistrer la progression sous un nom différent. C'est une sécurité comme ça. Plutôt que d'enregistrer chaque fois sous le même nom, si je fais une erreur majeure à un certain moment sur le fichier, il me restera au moins le précédent. C'est une sécurité, je fais toujours ça pour Illustrator, Photoshop, InDesign. Ça prend beaucoup de place, monsieur? Non, la place, ce n'est plus un problème. C'est vrai que pour des travaux assez gros dans Photoshop, un fichier peut prendre quand même de la place, hein. Ça peut prendre quand même 800 mégas, donc quasiment 1 giga pour un fichier, mais on parle de fichiers très complexes dans Photoshop. Des travaux avec beaucoup de calques, d'effets spéciaux, etc. Et les disques durs, maintenant, pour 100 €, on a un disque dur de combien? 3 TB maintenant. Donc 3000 gigas quand même, hein. Et donc ça va contenir 4000 images de 800 mégas à peu près. Donc c'est quand même pas mal. Donc c'est plus comme avant, la place n'est plus trop un problème. Il faut quand même se méfier parce que Photoshop est un logiciel qui peut traiter des images jusqu'à 300 000 pixels de large. Donc c'est même utilisé pour faire de l'analyse scientifique, de la création de pseudo-couleurs sur les images d'astronomie, etc.
Et donc, si on n'y connaît pas grand-chose, on risque de se retrouver avec des images monstrueusement grosses, en fait. Hein. Monstrueusement grosses de plusieurs gigas. Voilà. Donc, il faut quand même comprendre un peu comment ça fonctionne. Alors, voilà. Une fois que vous avez mis vos couleurs, vous avez la possibilité de les changer très rapidement. Alors, étant donné qu'il s'agit de couleurs unies, bon, il n'y a pas de subtilité là-dedans. On peut attaquer directement les pixels. Si je change la couleur, je ne vais pas perdre de la nuance dedans. Donc, plutôt que de jouer avec des calques de réglage qui vont compliquer l'aspect de la palette des calques, je vais directement modifier les pixels en allant chercher le réglage image, réglage, teinte, saturation. Donc, il ne s'agit pas d'un calque de réglage. Donc, après avoir cliqué sur un des calques, image, réglage, teinte, saturation, et là, je peux modifier la teinte. Je peux cocher la case colorisée, c'est encore mieux. Cocher la case colorisée, comme ça remet tout à zéro et vous colorisez comme vous voulez. Voilà, et les pixels ont été modifiés au niveau de leur couleur. Donc c'était menu image, réglage, teinte, saturation. Ce qui est en fait, ce sont les anciens réglages de Photoshop avant que les calques de réglage n'apparaissent. Les calques de réglage, si ma mémoire est bonne, c'est la version 4 de Photoshop. Pas CS4, hein, la version 4, qui date des années 90 en fait. Hein. Ça doit être 95. Bon, tout ça est expliqué dans Wikipédia, les différentes versions, quand elles sont apparues, ce qu'elles ont apporté à Photoshop. Mais donc c'est vieux, c'est vieux. Et avant que les calques de réglage qu'on a utilisés quelques minutes auparavant, avant qu'ils n'existent dans Photoshop, il y avait donc les réglages qui attaquent directement les pixels. Et c'est ce qu'on utilise ici, puisqu'on a affaire à des aplats de couleurs, c'est pas grave. Alors, le raccourci de teinte saturation, c'est commande U. Donc vous n'avez pas besoin d'aller dans le menu à chaque fois. Il suffit de cliquer sur le calque et vous faites commande U. Vous cochez la case colorisée, vous bougez les curseurs. Voilà. Je clique sur un calque, commande U sur le Mac, CTRL U sur le PC. Je coche la case colorisée et je modifie la couleur. Et vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez, bien entendu. Oui, il se met sur autre chose. Bien, je fais un nouveau calque. Ici, je vais faire exprès d'oublier de coloriser tout, puisque c'est la question que vous m'aviez posée. Qu'est-ce qui se passe quand on a oublié de coloriser tout? Voilà. C'est pas un problème, il faut juste savoir comment faire. Donc je retourne sur mon calme. Ok, bon, voilà. Donc, j'ai pas colorisé toute cette partie-là et je fais commande U sur le Mac, CTRL U sur le PC, je coche la case colorisée, je choisis ma couleur. Ok. Et comment on choisit une couleur? Ben avec le réglage teinte saturation, j'ai changé la couleur, la première que j'avais mise qui n'était pas bonne. Comme pour les autres, je viens de le Mais faire. je ne sais pas récupérer ma couleur que j'ai mis là. C'est ce qu'on va voir. Alors, pour continuer avec, pour boucher les trous, avec cette couleur-là, il va falloir aller avec la pipette. Donc, la pipette. Donc, pipette. Ok, donc oui, je prends la pipette. Là. Oui. Je clique sur la couleur. Elle arrive dans la case de premier plan de la palette des outils. Et maintenant, si avec le pinceau je dessine, eh bien, ça met cette couleur-là. Ça bouche les trous. Voilà.
Et donc c'est le même principe, si je voulais mettre cette couleur-là aussi ailleurs sur un autre objet, je crée un autre calque, et sur cet autre calque, notez que l'ordre des calques n'a pas d'importance, puisque ce sont des couleurs qui ne se superposent pas, elles sont l'une à côté de l'autre, donc l'ordre de calque n'a pas d'importance en fait. Hein. Voilà, et donc grâce à ça, je vais pouvoir aller coloriser une autre partie du dessin avec la couleur que je veux, que je prélève n'importe où dans mon dessin, ou même sur une photo à côté, c'est pas un problème. Ça peut marcher. On pourrait s'inspirer d'une photo ouverte à côté et on va chercher les couleurs dedans. Ok, ça va? Côté, mais dans Photoshop. Oui, on l'ouvre à côté dans Photoshop et on peut aller puiser avec la pipette des couleurs dans une photo pour si on est en cours d'inspiration, ça peut aider. N'oubliez pas donc chaque objet, par exemple le dernier que je viens de faire, il est bien sur son calque tout seul. Hein. C'est pas parce qu'il a la même couleur que... Ah tiens, j'ai fait une gaffe. J'ai fait une gaffe. J'ai mis deux couleurs sur le même calque. J'ai même pas fait exprès. Ah, ça c'est malin. Ok. Donc dans ce cas-là, oui, les trous que j'ai bouchés, je les ai mis sur ce calque-là. Alors, je vais enfoncer la touche Alt et cliquer sur l'œil pour ne faire apparaître que cette vignette-là. Et je vais aller effacer ici avec la gomme les couleurs que j'ai mises par erreur. Ça, c'est un peu d'inattention. Voilà. Donc c'était avec la touche Alt, j'ai cliqué sur l'œil de la vignette où j'avais mis une couleur parasite. En fait, ça n'affiche qu'un calque, celui sur lequel j'ai cliqué sur l'œil avec la touche Alt. Je reclique avec la touche Alt sur lui, les autres calques se réaffichent. Et donc la couleur, là où il y a des trous à boucher, c'était ce calque-ci en fait. Voilà. C'était bien sur ce calque-là qu'il fallait aller avec le pinceau. Voilà. Ok, là c'est bon. Je suis sur le bon calque. Là où j'avais mis cette même couleur, mais j'avais oublié de passer partout. Donc je remontre. Si je veux utiliser une couleur que j'ai déjà mise, je veux l'utiliser ailleurs dans l'illustration, je prends la pipette et je vais pipeter. Voilà. Et puis je reprends le pinceau normal et je vais dessiner. Mais attention sur un nouveau calque. Chaque objet, chaque partie du dessin sur un nouveau calque. Voilà. Et je vais pouvoir les dessiner. Alors, ok, je vais le faire là. Zoomer. N'hésitez pas à zoomer. Faut pas zoomer trop, on n'est plus au temps du pixel art, c'est plus les années 80, mais il ne faut pas zoomer trop peu non plus. Un juste milieu. Voilà, je peux faire comme ça, c'est pas un problème. Donc sur un nouveau calque, j'ai dessiné avec une nouvelle couleur. Je vous rappelle que si j'ai dépassé, je prends la gomme et je gomme. Et vous allez comprendre pourquoi il faut gommer et non pas dessiner en blanc. Vous allez comprendre pourquoi un peu plus loin. Alors, autre chose. Je voudrais interchanger les couleurs. Par exemple, je voudrais que la couleur qui se trouve ici devienne comme celle qui est là au-dessus. Ok? Donc, voilà la technique. Je prends avec la pipette la couleur là au-dessus. Elle arrive dans la case de premier plan de la palette des outils. Et puis, je vais activer le calque qui contient la couleur à remplacer. Donc, une fois que vous avez pipeté la couleur à placer sur un autre endroit, vous activez le calque qui contient l'objet que vous voulez modifier. Et vous allez tester ceci. Faites édition remplir, donc majuscule touche suppression, hein, c'est le raccourci. Remplir avec quoi? Avec la couleur de premier plan, qui est celle-là.
qu'on a été pipeté. Et voilà. Ah, Et la couleur a rempli la totalité du calque. On est d'accord? Enfin, on n'est pas d'accord, c'est pas ça qu'on voulait. d'accord. Donc on annule. Hop. En fait, si vous voulez que la couleur n'aille que là où vous avez déjà mis des pixels, il faut protéger partiellement le calque. Et pour ça, vous vous souvenez que les autres calques, on les avait verrouillés comme ça. Ça, c'est le verrouillage total. Mais pour ce calque-ci, je vais verrouiller seulement la transparence, ici. Donc c'est un calque qui est partiellement verrouillé. D'ailleurs, si vous comparez le verrou qui a été mis dessus, c'est un verrou qui est différent des autres verrous. Le verrouillage total, l'icône du verrou est pleine, et le verrouillage partiel, il est creux. Le dessin est creux, le dessin du verrou. Donc c'est le verrouillage partiel. Sur ce calque-là, on a verrouillé la transparence. Si vous recommencez la même opération, donc édition remplir avec couleur premier plan, OK, eh bien ça marche, vous avez bien rempli Moi, j'ai tout mon calque qui la sont couleur. remplis. Enregistrer ce document, il ne faudrait pas perdre ça. Donc pensez bien que le raccourci de remplir, c'est majuscule suppression de caractère, parce que vous allez souvent devoir le faire, donc il ne faut pas aller chaque fois dans le menu en fait, hein. Eh bien on continue. Vous avez donc verrouillé la transparence de ce calque-ci, Mhm. et donc on ne peut plus toucher aux pixels, aux endroits qui sont transparents, ils sont verrouillés. Alors, on va prendre maintenant l'outil dégradé. Vous activez l'outil dégradé. Donc, dans les options en haut de l'écran, une fois que vous avez activé l'outil dégradé, ne confondez pas avec l'outil rectangle. Je le dis parce que souvent on confond. C'est bien l'outil dégradé ici. Donc avec l'outil dégradé, vous allez pouvoir faire des dégradés. Alors à cet endroit-ci, il y a une bibliothèque de dégradés accessible en haut de l'écran. Vous pouvez en choisir n'importe lequel et vous allez pouvoir tester. Vous tracez sur l'image et voilà. Un dégradé se met uniquement là où il y avait déjà des pixels. Alors un dégradé remplace l'autre puisqu'ils sont en mode recouvrant, c'est-à-dire normal, opacité 100%. Donc quand vous tracez un nouveau dégradé au même endroit, ça recouvre le précédent. Donc pas besoin d'annuler un dégradé pour en mettre un suivant. Si vous êtes en affichage, si vous êtes en mode d'application du dégradé normal 100%. En fait, il faut. Voilà. Et je peux aller choisir d'autres dégradés dans la boîte ici. Sinon, vous avez aussi un menu à cet endroit-là avec d'autres dégradés disponibles. Il y en a aussi plein qui sont disponibles sur le web gratuitement. Vous avez plein de ressources. Là, je suis allé chercher un autre dégradé. Donc, en allant ici, d'abord là, puis là, en bas. Donc, ça demande si je veux remplacer les dégradés qui existent là par ceux que je vais chercher ou si je veux les ajouter. Je vais faire ajouter, comme ça, j'ai ajouté des dégradés dans la boîte. Voilà. OK. Mode d'application du dégradé, vous avez aussi le dégradé radial. D'accord? Dégradé radial. Si c'était la couleur, si vous voulez que les couleurs soient inversées, vous avez la case inversée, mais ça n'inverse pas le dégradé qui a été mis, ça inverse le prochain que vous allez mettre. Donc la case inversée n'a pas beaucoup de sens quand on applique le dégradé sous forme linéaire, parce que si vous le tracez et que vous vouliez que les couleurs soient dans l'autre sens, ben vous tracez dans l'autre sens. D'accord ? Par contre, dans le cas du dégradé radial, c'est sûr que pour décider quelle est la couleur qui va être au centre, bah, il faut cocher ou pas la case inversée. D'accord?
Donc si vous aviez oublié de verrouiller, vous faites un CTRL Z et vous verrouillez le calque. À propos de l'annulation, dans Photoshop, pour aller plusieurs fois en arrière, c'est CTRL ALT Z sur le PC et commande ALT Z sur le Mac. Et pour revenir en avant, c'est CTRL majuscule Z sur le PC, commande majuscule Z sur le Mac. Donc je vais l'écrire ici, ce sera plus clair. Vous connaissiez ça peut-être? Donc raccourci de l'annulation. Maintenant, si on veut changer. Donc, les raccourcis de l'annulation, aller en arrière, ça va donc être commande Alt Z. Et pour aller en avant, commande majuscule Z. Sur le PC, il suffit de remplacer commande par contrôle. C'est pour ça que passer d'un PC à un Mac, c'est pas un problème avec les logiciels Adobe. Les raccourcis sont assez bien cohérents, quoi. Et combien de fois est-ce qu'on peut aller en arrière dans Photoshop? Parce que quand on commence à faire des traits de pinceau, ça peut aller très vite. Chaque trait est une action. Ben, on va aller voir ça. Menu Édition Préférences si vous êtes sur un PC. Menu Photoshop Préférences si vous êtes sur un Mac. Et vous allez jusque Performance. On va dans les préférences Performance. Donc sur le PC, menu Édition Préférences Performance. Sur le Mac, menu Photoshop Préférences Performance. Et voilà, c'est là que vous voyez combien de fois Photoshop peut aller en arrière. 50 fois. Dans les dernières versions de Photoshop, c'est pré-réglé comme ça 50 fois. Avant, c'était 20. Mais ça a toujours été le cas. Vous pouvez monter jusqu'à 1000. On peut retenir les 1000 dernières actions réalisées sur un fichier dans Photoshop pour aller en arrière. Vous pouvez régler jusqu'à 1000 si vous voulez. Et alors, vous allez dire, mais appuyer 1000 fois sur CTRL ALT Z, commande ALT Z, ça va être pénible. Mais en fait, vous avez la palette historique qui vous montre tout l'historique de l'image. Menu Fenêtre, historique. Menu Fenêtre historique. Elle est là. Je vais la détacher par son onglet. Et vous avez la possibilité, donc en agrandissant ça, de voir, ben, pas tout parce qu'on a fait quand même beaucoup là-dessus, mais en tout cas, voilà, les 50 dernières actions réalisées sur l'image. Oui, les premières n'y sont pas, hein, parce que je vous rappelle que c'est seulement maintenant que je viens de demander à Photoshop de retenir les 1000 dernières actions, mais avant que je lui dise, il a retenu que les 50 dernières. Hein. Et donc, en cliquant sur ces différents états d'historique, vous voyagez dans la construction de l'image rapidement. C'est pour ça que vous pouvez rapidement passer 500 fois en arrière, 1000 fois en arrière, si c'était pré-réglé comme ça, dans les préférences qu'on vient d'aller voir. Ça ne s'enregistre pas avec l'image, l'historique. Donc si vous fermez l'image et que vous réouvrez l'image, vous n'allez pas retrouver ça. Actuellement, dans les versions actuelles de Photoshop, ce n'est pas le cas. Bon, on peut imaginer qu'à un certain moment, ça va être le cas. Et dans ce cas, imagine... Donc, actuellement, sauf en chipotant, il n'y a pas moyen, quand on vient en arrière, d'annuler une des choses qu'on a faites, mais pas les suivantes. Donc, actuellement, techniquement, il faut chipoter pour y arriver, et ça demande de connaître un peu Photoshop. Donc, c'est un historique vraiment linéaire. Quand on vient en arrière, on oublie tout ce qui se trouve après le curseur. Enregistrer l'image,
Après la pause, qu'est-ce que je vous montre? Comment faire un dégradé avec vos couleurs à vous. Et puis, nous allons également voir qu'on peut intervenir au pinceau. Bien entendu. On peut intervenir au pinceau. Et puis, on verra les groupes de calques et les calques de réglage sur les groupes de calques. Et là, je pense que vous serez paré pour faire du traitement sur du dessin. On pourra voir aussi comment intégrer une texture. Une texture qui recouvre complètement la couleur qu'on a mise ou qui se mélange avec. Ça peut être très intéressant aussi. Que voir d'autre au niveau du dessin, de la colorisation? Vous avez une idée? Moi, comme je vois les choses, là, c'est déjà aller assez loin, en fait. Hein. Oui, je pense qu'on on sera au bout du processus. Vous aurez les techniques qui sont utilisées, en fait, par les gens qui font de la colorisation de bande dessinée. Bien qu'il existe dans Photoshop, pour ceux qui font de la colorisation de bande dessinée, il y a des choses qui ont été développées. Des palettes en fait spéciales. Alors que je retrouve ça, panneau Photoshop en fait, évidemment. Voilà. Donc voilà, il y a des panneaux qui existent et qui sont à télécharger gratuitement. Voilà. Avec des explications. Parce qu'on peut faire ses propres panneaux dans Photoshop en fait. Hein. Vous voulez dire que automatiquement Non, ce que le panneau fait, c'est qu'il vous donne un processus avec une démarche à suivre. Voilà. Voilà, et le panneau est à télécharger à cette adresse. Tiens donc, il m'amène sur Vimeo. Oui, sur le commentaire de Vimeo, qui est le concurrent de YouTube en fait, hein, un peu plus professionnel que YouTube, un peu plus réservé aux cinéastes en général. Il vous a mis les panneaux que vous pouvez intégrer. Mais franchement, bon, c'est pour ceux qui font de la colorisation de BD. Vous, pas pour l'instant. Hein. Je dis simplement qu'il existe des solutions alternatives. Et vous avez aussi des bouquins sur la colorisation de BD. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Colorisation de bande dessinée, livre. Voilà. Du traditionnel au numérique, colorisation de BD avec Photoshop. Voilà. Des sites web aussi qui parlent de ça. Voilà, donc ça c'est un bouquin spécialement sur la colorisation de bande dessinée. Enfin, ça existe, quoi. Il y a également des DVD là-dessus. Des DVD ou des formations en ligne qui existent. Hein. Voilà. Chez Eleform notamment, ils ont des DVD et des séquences en ligne. Alors vous inquiétez pas quand vous voyez des tutos, quand c'est des tutos très spécialisés. Si vous voyez que c'est pour C6, qui est donc une version, 4 versions en arrière, parce qu'on est là, à CC 2015. Avant, il y avait CC 2014. Avant, il y avait CC. Et avant, il y avait CS6. Donc on se dit, tiens, c'est vieux. Mais non, c'est toujours d'actualité. Quand ce sont vraiment des sujets très pointus, ça peut toujours être d'actualité. Si les panneaux, les fonctions dont ils parlent existent toujours dans Photoshop, ça peut toujours être intéressant. Donc il ne faut surtout pas vous rebuter en vous disant, tiens, c'est pas pour la version que j'ai, donc je ne prends pas. Non, ça peut toujours être intéressant, même si c'est pour une vieille version.